Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette session Agri-Agro sur l'Agora Horizon, accompagné de Marc Debetz, fils d'agriculteur et fondateur de Apex Agri, donc une société de conseil en structuration de filières agricoles, également administrateur de l'association Farm, de l'initiative Farm. Également de Daoud Affal, donc membre du board du Choiseul Africa et CEO de Brahms Group, donc développeur de projets agricoles au Sénégal notamment. Et enfin, Mohamed Annan Achirou, fondateur et PDG de AgroSource, une société donc, dans la transformation de l'EVA et de caoutchouc en Côte d'Ivoire. Pour entrer dans le vif du sujet, donc sur la structuration des filières agricoles en Afrique de l'Ouest, on sait que la réussite pour une filière agricole, ça repose donc sur un équilibre assez délicat entre production, transformation, distribution, avec d'un côté un producteur donc, qui va chercher à sécuriser ses rendements, sécuriser ses débouchés, la qualité de ses récoltes, et puis de l'autre, un industriel qui va chercher donc, à répondre à des impératifs, notamment de compétitivité sur le marché. Et donc ce qu'on va chercher aujourd'hui à voir, c'est comment explorer une articulation entre donc, ces trois profils complémentaires que nous avons et commencer tout de suite donc, par donner la parole à Daouda, Monsieur Fall. Vous avez choisi une logique qui est celle du champ à l'usine. Donc d'abord de produire des céréales et ensuite de développer une industrie locale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé cette vision? Bonjour, merci beaucoup Seydou, bonjour à tous. Alors tout d'abord, à la base, Brahms Group est une société de montage et de développement de projets, donc nous sommes des investisseurs. Nous sommes intéressés par le secteur de la transformation. Donc on était vraiment dans l'idée de développer des projets dans l'industrie parce qu'on croit beaucoup au terme de l'échange en Afrique. Comme vous savez, on a la matière première, on l'exporte brute et ensuite elle revient finie chez nous. Donc on voulait rentrer dans ce créneau qui était de l'industrie et on s'est rendu compte qu'au fait, il n'y a pas de production locale. Or, si on veut avoir une industrie, il faut avoir une production locale d'une certaine taille pour pouvoir transformer sa matière première, sinon on doit importer, il y a des coûts d'importation et consorts. Donc c'est dans cette logique qu'on s'est dit, aujourd'hui, vu qu'on veut faire de l'agriculture, tout le monde parle d'agriculture, mais personne ne va dans vraiment la production, à part les petits producteurs qui peuvent ne pas fournir une matière première, j'ai envie de dire, de façon constante et pérenne pour une entreprise qui veut se développer. Donc on s'est dit, OK, nous, on va intervenir là. On ne va pas intervenir en tant que petit producteur, mais on va intervenir en tant que grand producteur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, il faut comprendre l'environnement dans lequel on évolue internationalement. En Afrique, on a des petits producteurs et on a très peu de gros producteurs, mais nous sommes en compétition avec des marchés en Europe qui sont subventionnés. Nous sommes en compétition avec des fermes agricoles au Brésil, en Argentine, qui ont de très grosses surfaces. Et chez nous, dans la plupart de nos pays, lorsqu'on parle d'agriculture, on parle vraiment de 5 hectares, 10 hectares, 15 hectares. Et nous, notre logique, c'était vraiment d'arriver et de dire, écoutez, pour qu'un projet puisse se faire et pour qu'on puisse transformer notre matière première, il faut qu'on puisse réaliser des économies d'échelle. Et donc, il nous faut de la surface et de l'envergure. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans la production agricole sur très très grande surface. Notre objectif, aujourd'hui, on a 2400 hectares, on va passer à 5000 hectares, on a 10 000 hectares dans le sud du Sénégal. Et notre objectif en Afrique de l'Ouest, c'est d'arriver à plus de 100 000 hectares pour pouvoir après continuer sur la transformation et être sûr qu'on puisse avoir des économies qui soient, des entreprises qui soient économiquement viables et puis qu'on puisse compétir avec les marchés, avec les entreprises internationales chinoises et autres qui vendent leurs produits en Afrique. Donc c'est la raison principale de pourquoi est-ce qu'on a commencé, alors qu'on vise l'industrie, mais on a commencé par la source, j'ai envie de dire, par la base, qui est la production. Maintenant, je me tourne vers vous, Anan. Vous, à l'inverse, vous avez commencé par le commerce international avant d'aller dans la transformation donc de l'EVA en caoutchouc. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez remonter encore un maillon de la chaîne de valeur et aller dans la production d'EVA. Et du coup, pour vous, quelles ont été les motivations de prendre le schéma inverse de l'usine au champ? Merci Seydou, bonjour à tous. Donc en fait, en effet, nous, on a démarré nos activités étant trader, on va dire négociant.
donc à l'international. Donc on a développé un carnet d'adresses à l'extérieur où on donnait l'accès au marché aux planteurs. Donc avec un système de plateforme d'achat qu'on installait proche des plantations. Parce qu'il faut savoir que dans mon secteur d'activité, en l'occurrence le caoutchouc, on a cette chance-là d'avoir quand même une filière qui est assez développée, assez mûre en Afrique de l'Ouest, enfin en Côte d'Ivoire. Et donc on a préféré aller sur ce segment-là parce que c'était déjà filiarisé, c'était organisé. Il y a 5 ans, l'État a mis en place un régulateur qui permettait de fixer les prix, etc. Donc ce qu'on a fait au départ, donc on a commencé par le négoce. Ensuite, on a voulu se mettre sur toute la chaîne de valeur de nos activités pour pouvoir avoir encore un peu plus de marge, déjà, premièrement, et pour surtout réduire la dépendance qu'on avait envers les différents acteurs donc, dans ce secteur d'activité. Donc, on a fédéré déjà les planteurs avec lesquels on travaille. On fédère plus de 30 000 planteurs aujourd'hui à travers différentes coopératives et on a même poussé un peu chaque coopérative à de la petite transformation. Donc, qu'on collecte ensuite sur nos différentes plateformes, qu'on envoie ensuite sur nos différentes usines de transformation. Donc, en effet, on a démarré par le trading, mais l'industrialisation s'est imposée à nous parce qu'il fallait qu'on puisse intégrer toutes ces chaînes de valeur-là, surtout pour qu'il y ait un go and back, comment dire, avec les planteurs, pour leur permettre aussi de pouvoir racheter de manière continue, de manière durable, en fait, leur production. Très bien. Maintenant, je me tourne vers vous, Marc, puisque finalement, la rencontre de ces deux logiques appelle à une réflexion transversale que vous pouvez avoir. Et donc, comment est-ce que vous pouvez accompagner donc, des acteurs agro-industriels et des investisseurs à articuler efficacement l'amont et l'aval? Oui, cette question est essentielle. Merci et bonjour à tous. Super, hein, vous avez raison de vous intéresser à l'agriculture, hein, c'est génial. En effet, la notion de filière est fondamentale, puisque si on ne sait pas réunir des producteurs, première, deuxième transformation, notamment en Afrique, et le marché, on n'a pas parlé du client final, mais il est essentiel qu'il soit local ou de l'exportation, on n'y arrive pas. Donc c'est ça la notion de filière. Ce qu'on observe dans les 14 pays africains dans lesquels on intervient, c'est toujours la même question, c'est qui commence le premier. Et du coup, l'agriculteur, est-ce que c'est lui qui va tout seul organiser une filière? Non. Quelquefois, ça peut être le client final, et donc un grand off-taker, j'adore ce nom, qui va dire oui, moi j'ai un intérêt à construire une filière. Mais souvent, ça va être le transformateur. Et c'est pour ça que l'investissement dans cette première ou deuxième transformation, le développement de l'industrie agro et agricole est essentiel. Pourquoi? Pour que les producteurs, et tu l'as très bien dit, puissent écouler leur production dans un schéma qui soit un schéma plus connu. Parce que la grande terreur d'un agriculteur, c'est, premièrement, l'agriculture, c'est on ne sait jamais combien on va produire et on ne sait pas à quel prix on va vendre. Donc là, si on a un industriel qui dit ben moi, je vais te faire la transformation et pour les 3 ans qui viennent, je vais te prendre la production à 80%, 100%, à un prix garanti ou pas, mais un prix, ben ça donne des perspectives. Et c'est ce qui permet d'améliorer aussi les conditions des agriculteurs. Parce que c'est quand même essentiel, c'est qu'il faut faire de l'argent quand on est un transformateur, c'est bien, mais il faut aussi que les agriculteurs et les éleveurs s'y retrouvent. Sinon, on a des graves problèmes sociaux et sociétaux. Merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur ce point où on dit qu'il faut que les agriculteurs s'y retrouvent. La réalité aujourd'hui, le thème c'est la vérité, et la vérité au fait c'est qu'aujourd'hui les agriculteurs en Afrique c'est pas ils font de la survie et ils ne vivent pas. Okay, ce sont des agriculteurs de survie. Aujourd'hui ils ont un peu de moyens pour acheter leurs fertilisants, demain ils en ont pas. Parce qu'ils doivent aussi vivre, ils doivent payer les écoles pour leurs enfants, ils doivent payer leurs frais de santé. Et ces coûts qu'ils ont ne leur permettent pas forcément d'avoir une activité d'agriculteur pérenne. Donc, in fine, et l'agriculture aussi, l'autre vérité, c'est que l'agriculture ne fait pas rêver. Les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, je suis désolé, ce n'est pas ce qu'on voit sur TikTok et sur les autres réseaux. Alors, donc, il y a une stratégie à avoir, et je pense au niveau des États, il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut mener une agriculture créatrice d'emplois? Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui,
si on veut faire d'agriculture et créer des emplois, bon, on va se faire comme c'était dans les années, durant la période industrielle et consorts. Mais aujourd'hui, quand on a une agriculture moderne, et c'est ce qu'on veut, quelque part une agriculture durable, verte, qui puisse préserver les sols, qui puisse préserver l'eau, eh ben on doit investir dans la nouvelle technologie et consorts. Et donc un petit producteur, malheureusement, n'a pas les moyens d'investir dans des systèmes d'irrigation, n'a pas les moyens d'investir dans des systèmes même solaires. Alors, il faut savoir que si on n'utilise pas du solaire et qu'on utilise des générateurs, bon, ben, ça veut dire qu'on doit acheter de l'essence. Le coût de l'essence, il dépend des matières premières internationales et consorts. Donc il y a beaucoup trop de variables qui font que les petits producteurs n'y arrivent pas et qui subsistent plutôt qu'ils vivent. Et c'est à ce niveau-là où nous, on dit, c'est bien beau, mais il faut avoir un système à double vitesse. On ne peut pas dire qu'on ne va pas avoir de petits producteurs, mais il faut quand même de grands producteurs qui puissent, eux, venir mettre des investissements, comme nous on le fait, là on va investir plus de 10 millions d'euros au Sénégal. Donc ils viennent, qui investissent et qui se disent, OK, nous on va faire des économies d'échelle pour pouvoir après fournir de façon pérenne les industries. Parce que le petit producteur, sinon c'est compliqué pour lui. Voilà. Je veux rajouter aussi un petit mot par rapport à son intervention. C'est que nous, dans notre cas, on a quand même la culture qu'on exploite aujourd'hui, c'est une culture de rente, donc c'est le caoutchouc. Donc, je ne sais pas si la plupart des personnes ici savent ce que c'est, donc ça permet de... Enfin, le caoutchouc est utilisé dans l'industrie du pneu. Donc on a eu notre premier président, Félix Houphouët-Boigny, qui a beaucoup encouragé les populations à planter du caoutchouc. Il y a eu même des financements de différentes institutions financières pour accompagner les planteurs. Il faut savoir aussi que avoir des plantations industrielles comme des plantations individuelles, c'est aussi un moyen aussi de créer de l'emploi et c'est un moyen aussi pour ces agriculteurs d'avoir un revenu régulier. Donc nous, dans le cas de figure de notre activité, on est allé un peu plus loin, c'est-à-dire on a apporté quand même un peu d'assistance à ces planteurs-là pour qu'ils puissent produire, mais bien produire dans un premier temps. On est aussi allé, parce qu'on est dans un secteur d'activité qui évolue beaucoup. Donc récemment, on a eu l'EUDR qui est une législation qui nous oblige à acheter du caoutchouc dans des plantations qui ne sont pas issues de déforestation les 10 dernières années. Donc on a dû mettre en place toute la chaîne de traçabilité pour qu'on puisse après, sur le volet commercial, négocier des premiums, des primes qui seront ensuite reversées, une partie sera reversée à ces planteurs-là. Donc on essaie aussi derrière d'avoir des solutions pour ces planteurs-là, même sur la partie transport aussi. Donc beaucoup de planteurs avaient du mal à évacuer leurs matières premières. Donc on est en train de mettre en place un dispositif avec des tricycles électriques. Donc on a eu la chance d'avoir été financé par la BPI pour une centrale de production d'énergie solaire où ces planteurs-là viendront alimenter en énergie leur tricycle pour aller chercher leur plantation, leur production dans ces plantations-là. Ça nous permet aussi de pouvoir verdir aussi notre activité et pouvoir vendre un produit labellisé, donc aller sur des marchés à l'international, voir des pollueurs-payeurs, leur proposer nos produits pour qu'ils puissent les acheter à des produits un peu à des prix un peu plus élevés, pour qu'il y ait une répartition justement avec ces planteurs-là. Et je vous remercie d'avoir fait le lien directement avec la suite de mes questions. Vous avez évoqué finalement des freins, des blocages industriels, donc en mentionnant le coût de l'énergie, le manque d'accès aux infrastructures, notamment en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on a parlé du coût de l'énergie, j'aimerais aussi qu'on revienne sur la partie de la pression climatique et l'enjeu environnemental que vous avez évoqué tout à l'heure, Marc. Alors, réchauffement climatique, changement climatique, dans nos pays, je vais parler comme un Français, on se dit « Ah là là, oui, il fait un peu chaud » et ainsi de suite. Quand on intervient au Sahel, c'est plus le même débat. C'est est-ce que ma production est viable? Est-ce que je vais être capable de continuer à nourrir mon élevage, mon troupeau? Et sachez que pour un éleveur sahélien, le troupeau, c'est son compte en banque. Hein.
C'est sa source de revenus et c'est son capital. Donc les enjeux sont clés. Quand on étudie, et ce qui est intéressant, ça pose la question de financement. Parce que du coup, quel serait le financeur assez fou pour aller mettre de l'argent dans l'agriculture? Ça ne paye pas. Et en plus, avec un changement climatique à venir majeur. Et bien sachez, en fait, il y a beaucoup d'argent qui est prêt à s'investir dans l'agriculture. C'est le paradoxe, au niveau international comme au niveau local. Vous en êtes des exemples. Par contre, ce qui manque, ce sont des projets structurés à l'échelle qui intègrent la petite et la grande agriculture. Ne voyez pas d'opposition dans les deux témoignages, on a besoin des deux. C'est super important. Et qui vont intégrer la dimension du changement climatique. Donc c'est ce que nous faisons, parce qu'un investissement, c'est 10, 20 ans. Et du coup, on intègre la dimension de changement climatique pour rassurer des investisseurs ou des porteurs de projets en disant, bah ouais, ce que tu vas produire là est pérenne. Attention, il va falloir intégrer un autre dimensionnement. Attention, il ne faudra plus faire ça. Et c'est souvent les questions que nous avons en disant, OK, j'ai envie d'investir, je dispose de 200 hectares, j'ai une unité de production, et ainsi de suite. Est-ce que demain, ça sera viable? Heureusement, il y a des solutions, mais cette question, elle est essentielle. Et ce changement climatique, aujourd'hui, notre grille de lecture, c'est 10 ans. C'est demain, en fait. Dans les 10 ans, on a des bouleversements majeurs. Savez-vous qu'au Maroc, par exemple, la production d'huile d'olive est compromise? Pourquoi? Pas parce qu'il fait trop chaud, mais c'est parce qu'il ne fait pas assez froid. Et pour un olivier, il faut qu'il stoppe son cycle végétatif pour en recommencer un. Ben, il faut qu'il y ait au moins 5 jours de froid. Ben, ces 5 jours n'y sont plus. Et vous savez quel est le pays le plus favorable pour la production d'olivier aujourd'hui? Le sud-ouest de la France. C'est ça, la nature et l'ampleur des changements qui nous attendent. Si on l'anticipe et si on l'accompagne, ça se passera bien. Si on subit, on est mort. C'est aussi clair que ça. On va bientôt avoir du vin suédois, c'est ça? Alors. Non mais Daouda, si vous voulez poursuivre, est-ce que vous identifiez d'autres contraintes, d'autres entraves à l'agriculture en Afrique de l'Ouest? Alors, je pense que Marc a touché un sujet qui est assez important, c'est le financement. Et effectivement, il y a des financements, mais il n'y a pas de projet assez structurant. Donc, il y a deux choses dont il faut tenir compte. C'est que les règles aussi de financement sont compliquées, sont complexes. Pour que ce soit les petits producteurs ou même les industriels, ceux qui font l'industrie comme nous, on a des contraintes à avoir accès à ces financements, bien qu'ils soient disponibles. Pour un petit producteur, si on vient lui demander 3 années de comptes audités, il ne sait peut-être même pas lire ou écrire, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc, le financement, in fine, il est disponible, mais l'accès lui-même est compliqué. Pour nous, à notre échelle, on sait qu'on doit venir avec des projets de très grande taille si on veut avoir un financement avec la BPI, si on veut avoir un financement avec des banques commerciales ou autres. Et donc, la partie financement est vraiment clé. Et je pense qu'il faudrait peut-être revoir les modèles de financement, de comment est-ce qu'on déploie les capitaux en fonction des interlocuteurs, en fait. En fonction des producteurs, est-ce qu'on a un industriel ou est-ce qu'on a un petit fermier, et adapter ces financements-là, parce que sinon on ne va jamais y arriver. Et la réalité, c'est qu'on va avoir 2 milliards d'Africains bientôt. Alors, aussi bien pour des questions de subsistance locale, mais il y a aussi des questions de sécurité dont il faut tenir compte. Et c'est un point critique qu'il faut vraiment aborder au fait, de plein pied, avec les deux mains, parce que sinon on n'y arrivera pas. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Bien sûr. Un mot de la fin? Non, pas forcément un mot de la fin. Juste rebondir sur son intervention aussi, sur la partie, quels sont les freins. Donc, bien évidemment, il y a le frein qui touche les finances. Parce que, par exemple, dans mon cas de figure, on a démarré nos activités en exportant 2-3 conteneurs. Pour vous dire qu'on a eu d'abord le financement de nos clients avant d'avoir un financement local par les banques. Donc, ce qui est vraiment très, très difficile, parce que pour avoir accès au financement en Afrique, c'est vraiment très compliqué parfois. Et pour vous dire encore, avant d'être même accompagné par une banque locale, on a eu une subvention pour la création d'emplois, donc avant d'avoir le financement, donc d'une banque locale.
Donc c'est vrai que parfois, il y a pas mal de PME qui sont quand même, qui font face à ce genre de difficultés pour pouvoir développer leur entreprise. Donc il y a un second volet aussi, c'est le volet infrastructure. Parce que on a par exemple, dans le cas de mon activité sur le caoutchouc, on a des champs de caoutchouc un peu partout, mais beaucoup de ces planteurs-là n'ont pas accès au marché parce qu'il y a un manque d'infrastructure, les routes ne sont pas praticables pour certaines, donc pour qu'ils puissent même venir livrer à l'usine. Donc on a ce frein-là également qui peut poser problème. On a aussi un gros défi, donc pour être compétitif, c'est le défi énergétique. Donc vous imaginez que faire fonctionner une usine sur une ligne de transport alimentée par le thermique classique sur le réseau national et faire fonctionner son usine dans une zone qui est dépourvue de lignes de transport et autres, l'alimenter avec un groupe électrogène, vous imaginez le coût en termes d'essence. Donc c'est un peu compliqué. Donc nous, dans le cadre de notre activité, donc, les mesures d'atténuation qu'on a eues pour ça, c'est la centrale photovoltaïque qui a été financée par la BPI, qui nous permet et à la fois de réduire nos coûts d'exploitation, nos coûts de transformation, et ça nous permet aussi de pouvoir produire vert aussi. Donc derrière, c'est vrai que les infrastructures, l'énergie, l'accès au financement sont vraiment des freins. Je ne dirais pas le volet commercial, bon, parce que nous, on est traders, on a vraiment cette connaissance-là du marché extérieur, mais ça peut être une contrainte pour d'autres aussi. Donc voilà, après, il y a un peu aussi le volet administratif qui peut parfois être long. Parce que nous, on a mis 1 an pour avoir toutes les autorisations pour pouvoir mettre en usine. Vous imaginez, on a mobilisé les fonds avant d'avoir les autorisations des différents ministères et autres, etc. Ça peut être parfois très long. Donc ce sont les freins qu'on a aujourd'hui lorsqu'on veut mettre en place une industrie en Afrique de l'Ouest. On l'a compris, c'est compliqué. Je voudrais vous raconter une histoire qui prouve que c'est possible. Je prends l'exemple d'une mission qu'on a réalisée au Tchad. Tchad, pays pauvre, sahélien, situation très difficile, y compris d'un point de vue sécuritaire. Le Tchad est riche d'un cheptel énorme, plus de 100 millions de bêtes, mais n'a pas d'infrastructures qui permettent de valoriser localement. Ce qui a été fait avec plusieurs partenaires, avec l'État, avec des partenaires financiers, avec des partenaires industriels, ça a été la création, et on est en cours, de 7 zones industrielles avec des abattoirs pour pouvoir abattre localement les bêtes et pour pouvoir les proposer à la sous-région ou faire de l'exportation, ce qui est une façon de valoriser. Et comme vous l'avez dit, la première chose, c'est bien de faire des abattoirs, mais il n'y a pas d'électricité. Et donc, il a fallu investir dans l'électricité. La deuxième chose, c'est bien d'avoir des bêtes, mais en fait, il n'y a aucun système de production, de protection, de vaccins, ainsi de suite. Donc, il y a un investissement là-dessus. Troisième chose, les règles phytosanitaires, enfin les règles sanitaires qui s'appliquent dans l'élevage, ainsi de suite, ne sont pas connues. Donc, il a fallu créer un système de formation. Mais ce à quoi on n'a pas touché, donc là, on voit bien le développement d'une activité industrielle, 500 millions de dollars d'investissement. Et quand j'ai été reçu par le président tchadien, il a dit c'est un outil formidable, le développement économique, pour lutter contre Boko Haram. Donc on voit le rapprochement entre l'enjeu de stabilité des pays, et Dieu sait que c'est challengé, et puis le développement économique. Ce qu'on n'a pas fait, c'est transformer la production, puisque l'élevage est un élevage traditionnel, et ainsi de suite. Et donc, justement, on a créé tout un système de filière qui vient ne pas toucher au système de production, qui respecte les éleveurs qui ont quelquefois 3 vaches, 3 moutons, 3 chèvres, et ainsi de suite, et de façon à leur permettre de profiter de ces infrastructures et de cet accès au marché. Donc, en fait, on peut articuler intelligemment une petite agriculture, un petit élevage, avec de l'industrie nécessaire à l'échelle et ainsi de suite. Et donc, c'est un exemple qui fonctionne. Ça mettra 10 ans. Aujourd'hui, il y a 2 abattoirs qui existent. Il y en a encore 5 à construire. Mais ça avance et donc c'est possible. Et là, quand ce projet a été présenté, ce qui a été très intéressant, le porteur du projet, il y a des financeurs américains, FSI, qui appellent. Ce n'était pas la BPI, ça aurait pu. Et qui appellent en disant, tiens, on voudrait participer. Et donc là, la question, on dit, ah bon, mais 500 millions de dollars, c'est important. Vous voulez participer à combien? À quelle proportion?
Il a dit non à 100%. Et c'est impressionnant. Et du coup, on peut y arriver. Donc, en tous les cas, c'est un projet qui se passe. J'espère que ça arrivera au bout. Et on peut aussi réussir dans tout le contexte qui a été exposé et qui est fort pertinent. Sur cette belle note d'optimisme qui fait partie également des maîtres mots de la banque, je vous propose de passer une petite session de questions-réponses s'il y en a. Bonjour à tout le monde, bonjour aux panélistes. Vous avez parlé des questions importantes pour nous, Africains, et surtout l'Afrique de l'Ouest, la question agraire. Bon, mais j'ai entendu dans vos commentaires, vous avez parlé de tout, bon, sauf à la fin, que l'exemple du Tchad, où vous avez parlé un peu quand même de l'implication des pouvoirs publics, c'est-à-dire les politiques publiques. Et que dans tout ce que vous avez parlé jusque-là, ce que j'ai entendu, c'est comme si c'est BPI France qui vient pour développer l'Afrique. Et or, nous avons des réalités et que ces réalités, au niveau de l'agriculture, je ne vous ai pas entendu parler, par exemple, des problèmes d'accès aux fonciers. Est-ce que ça ne pose pas de problème dans les cas que vous vivez? Ou bien que, je ne sais pas. Deuxièmement, par rapport à aussi que les questions d'énergie et autres, vous avez donné beaucoup plus l'accent, c'est-à-dire au Bouchefal surtout du Sénégal, aux grandes industries. Et or, la réalité est carrément autre au niveau de l'Afrique. Et quelle stratégie vous avez par rapport à ça pour régler, vous en tant que partenaire seulement de BPI, pour régler ces questions en dehors en tout cas des États. Deuxièmement, est-ce que seulement vous travaillez dans le cadre de ces pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais ou bien est-ce qu'il y a d'autres pays sur lesquels en tout cas vous pensez en tout cas pouvoir s'investir? Alors, je pense qu'on a touché le foncier lorsqu'on parlait plus ou moins des surfaces agraires, mais c'est vrai que le foncier en Afrique de l'Ouest, c'est un gros problème parce qu'on peut avoir accès à la terre, mais si on n'a pas de titre dessus, ben, on ne peut pas utiliser la terre comme un collatéral pour son investissement. Alors, pour revenir à votre question, vous savez, il y a 3 semaines, j'étais à notre ferme. Et donc, il y a des bergers qui viennent, qui travaillaient sur notre ferme. On embauchait plus de 200 personnes par mois entre le mois de février jusqu'au mois de juillet. Ces gens-là sont des bergers. Ils nous ont dit, écoutez, monsieur Fall, nous, de par les difficultés qu'on a avec nos cheptels, on préfère travailler dans la ferme que de venir, que d'avoir à faire des kilomètres et des kilomètres pour du pâturage et autres, et on n'y arrive pas. Ça, c'est une chose. Donc, il y a toujours un mix aussi, il faut comprendre les difficultés que certains petits producteurs et autres ont. Et la réalité, c'est que leur coût de mener leur activité est souvent plus grand que le coût d'avoir un emploi assuré dans une grande ferme. Ensuite, le rôle de l'État. Nous ne pouvons pas nous substituer aux États. Nous ne pouvons pas nous substituer aux États et tout ce qui concerne les infrastructures doivent être, faire des routes, ce n'est pas le rôle de l'investisseur de le faire. Le rôle d'investisseur, c'est d'investir dans un appareil productif qui crée de la rentabilité pour pouvoir continuer à réinvestir. Et donc, effectivement, on compte sur les États pour qu'ils jouent aussi leur rôle. Et ça, c'est pas M. Fall, c'est pas Adnan, c'est pas Marc, c'est pas la BPI ou autre. Au contraire, des éléments des institutions comme BPI viennent soutenir des privés à venir et à contribuer dans le développement des projets. Donc, il faut replacer un peu les choses, j'ai envie de dire, dans leur contexte et savoir qu'in fine, bon, bah, tout le monde est là pour essayer de développer une activité et pas pour, j'ai envie de dire, se substituer à un tel ou à un autre. Sur le rôle de l'État, à quelques exceptions près, les pays africains n'ont pas de politique agricole. Je le dis clairement. On mène un observatoire du financement. Quelle est l'agriculture et quelles sont les agricultures les plus financées dans le monde? C'est l'agriculture américaine et européenne, à hauteur de 27% de ce qu'ils produisent. Le niveau de financement de l'agriculture en Afrique, c'est 3%. Et en plus, quand vous le divisez par un nombre encore plus important d'agriculteurs, ça fait rien du tout. Donc il n'y a pas de politique agricole et il n'y a pas de financement agricole en Afrique. C'est la réalité. On peut le regretter, on peut dire, c'est comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cet appel à des acteurs privés
Mais il faut réguler, parce que les acteurs privés, c'est sympa, mais il faut quand même les réguler, les encadrer. Et nous, ce qu'on essaie de faire quand c'est à l'échelle, c'est faire des partenariats publics-privés, où on a l'État qui va rentrer, qui va arriver avec son rôle aussi de cadre, de régulation aussi des intérêts de partage, et l'acteur privé qui amène le financement à l'industriel et l'accès au marché. Donc ça, c'est une voie qui permet d'espérer, hein, et on a des exemples qui permettent de s'en tirer, mais encore une fois, si vous comptez sur l'État et la politique agricole africaine, vous n'en avez pas. Et par rapport au foncier, moi, c'est cash, c'est la terre doit appartenir à l'agriculteur. La terre doit appartenir à l'agriculteur. C'est bon pour son collatéral parce qu'il ne peut pas emprunter un moindre centime s'il n'est pas propriétaire de quoi que ce soit. Et deuxièmement, ça lui permet de s'inscrire dans la durée. Ceci dit, quand on est un élevage transhumant, on n'a pas d'appartenance. Donc il y a quand même aussi des conflits, par exemple, entre élevage et agriculture. Mais quand même, le fondamental, c'est la terre appartient à l'agriculture, à celui qui la travaille. Ce qui n'est pas le cas. Désolé, on a épuisé le temps du panel, mais je vous invite à continuer la conversation avec nos panélistes sur le côté. On va laisser la place au prochain, la prochaine Agora Horizon. Merci beaucoup. Merci à tous. Pour votre attention. Merci à tous. Merci. Merci à tous.